Bonsoir, monsieur le conseiller fédéral. Bonsoir. Le peuple suisse se prononce le 25 septembre sur une réforme de l'AVS que vous portez. Une majorité du Parlement et le Conseil fédéral souhaitent relever l'âge de la retraite des femmes, souhaitent également monter le taux de TVA pour éviter le naufrage de l'AVS. Est-ce que cette réforme est sexiste, Alain Berset ? Dans quel sens est-ce que vous voulez l'entendre? Je crois que c'est une réforme d'abord qui vise à stabiliser le cœur de nos assurances sociales. L'AVS est une construction absolument géniale, qui a un certain âge maintenant, qui a été régulièrement réformée, plus depuis 25 ans, et nous devons tout faire pour que cette promesse de pouvoir verser des rentes à l'avenir reste solide, bien financée, dans la stabilité. Donc il faut faire des efforts. C'est des efforts, c'est pas facile, c'est pas une période où on a juste plus d'argent à distribuer, et donc avec l'augmentation de la TVA, c'est 2 tiers de l'effort qui est apporté pour cette stabilité. La question de la flexibilité de l'âge de la retraite, l'âge de la retraite des femmes et de bonnes compensations, ça fait un projet, je crois, qui à la fin est équilibré. Les femmes touchent des rentes qui sont 1/3 moins élevées que les hommes, et vous leur demandez en somme de travailler plus. C'est ça, cette question de l'égalité? Dans le deuxième pilier. Dans le deuxième pilier, il ne faut pas tout mélanger. Là, on est en train de parler du premier pilier qui est effectivement très très juste et très important, notamment pour les femmes. En fait, pour toutes celles et ceux qui ont des salaires relativement faibles, pour les femmes qui ont aussi eu des interruptions de carrière, il y a eu des réformes précédentes qui ont fortement amélioré la situation pour les femmes. Et c'est la dernière chose auquel nous aurions toutes et tous intérêt, mais les femmes en particulier, ce serait d'affaiblir l'AVS, qui est le pilier le plus solide justement pour servir des rentes. Ça n'enlève rien au fait qu'il faudra bien sûr agir ailleurs. Oui, il faut agir sur le deuxième pilier, oui, il faudra corriger les problèmes pour les femmes dans le deuxième pilier, oui, il faut travailler sur l'égalité salariale, mais si on commence par dire non ici, alors que c'est le cœur des assurances sociales et qu'il est tellement important pour tout le monde et notamment aussi pour les femmes, s'il faut commencer par dire non pour espérer obtenir le reste, on s'affaiblit toutes et tous, ça ne peut pas être l'idée. Dans les faits, nombreuses sont celles qui ne travaillent pas forcément jusqu'à 65 ans. C'est pas forcément par choix d'ailleurs. Si on ne travaille pas, on ne cotise pas. Ou est-ce que finalement l'âge de la retraite vient changer la donne si on ne travaille pas et on ne cotise pas? Évidemment, le système des assurances sociales, c'est vous allez toucher une rente en fonction de ce qui a été cotisé. Donc c'est une rente qui vient offrir ou apporter un revenu de substitution après la fin de la période de travail et la fin d'un salaire. Et ça n'est pas un revenu de base universel ou quelque chose de ce type-là. Donc ça, c'est le premier élément, naturellement. Ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est pour ça que c'est très important d'avoir la flexibilité, de pouvoir partir plus tôt dans des conditions que l'on connaît à l'avance. C'est un élément qui nous paraît extrêmement important. Et pour ces fins de carrière difficiles, parfois, pour celles et ceux qui aimeraient travailler mais qui n'ont plus de travail, on n'y répond pas avec l'AVS. On y a répondu avec un autre projet du Parlement et du Conseil fédéral, la rente-pont pour les chômeurs âgés. Ça, c'est un élément qui est très très important et qui, naturellement, va pouvoir permettre de faire ce pont qui est parfois difficile entre l'âge de 58-59 ans et l'âge ordinaire de la retraite. Mais ça, c'est couvert ailleurs et c'est quelque chose qui fonctionne bien. L'argument des opposants, c'est de dire notamment si on retarde les départs à la retraite, nombreuses aussi seront celles qui vont toucher le chômage ou l'aide sociale plus longtemps. Est-ce qu'on déshabille Paul pour habiller Jacques ? Alors, le chômage ou l'aide sociale ou justement la rente-pont, il faut faire attention parce que l'idée de la rente-pont, c'est justement d'éviter l'aide sociale. Donc, c'est d'éviter l'aide sociale avant d'arriver à l'âge de la retraite pour celles et ceux qui ont travaillé. Et je crois que le plus important, c'est effectivement la question de la flexibilité. Vous savez, on n'est plus dans un monde comme au XXe siècle probablement où on faisait un apprentissage dans une entreprise, on faisait ensuite 40 ans dans la même entreprise et puis à 65 ans, on partait à la retraite d'un coup. On a aujourd'hui beaucoup de destins beaucoup plus individualisés, de parcours très personnels, des fois plus compliqués que celui que je viens de décrire dans la vie de travail et dans la vie professionnelle. Et on doit pouvoir tenir compte de cela avec de la flexibilité à partir de 63 ans, avec la possibilité aussi, avec cette réforme, par exemple, ça sonne un peu bizarre, mais de prendre une retraite partielle. De dire, je ne veux plus travailler au-delà de 63 ans comme avant, j'aimerais travailler un peu moins, j'aurai encore une place peut-être pour un 50%, alors à 63 ans, je passe à la retraite à mi-temps, si on veut bien dire, et l'autre mi-temps, je continue à garder une activité. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, et cette flexibilité, je crois, apporte quelque chose pour toutes et tous. Cette réforme est censée faire tenir l'AVS pendant 10 ans. 10 ans, c'est demain. C'est quoi la suite? La retraite à 67 ans? Non. Alors ça, vous savez, une chose après l'autre. Moi, j'ai toujours été très, très sceptique, opposé à toute idée de retraite à 67 ans. Il s'agit aujourd'hui, ici, clairement, de voter sur essentiellement un projet qui va
stabiliser l'AVS avec le 2/3 de l'effort, c'est la TVA. Et la TVA, tout le monde la paye, y compris les rentières, les rentiers. La TVA, c'est une augmentation d'impôt pour les gens qui ont un salaire normal qui est beaucoup moins importante que si on doit le faire par les cotisations salariales. Donc c'est quelque chose qui, dans le fond, pour un but très social est juste. On a 65, c'est clair, dans le projet, avec de bonnes compensations pour les femmes. D'ailleurs, cet âge de la retraite était déjà au cœur de la précédente réforme, soutenue aussi largement, mais par une autre coalition. Ce qui est au cœur de tout ça, c'est pas seulement l'âge de la retraite, c'est les compensations. C'est quelles sont les conditions concrètes qu'on offre aux personnes qui sont concernées, quels sont les francs et les centimes qui sont apportés pour pouvoir vivre dignement à la retraite. On vote sur ça aujourd'hui. Où est-ce qu'on sera dans 10 ans? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas le dire aujourd'hui. Cela dit, de vouloir en déduire que ce sera la retraite à 67 ans, moi je ne peux pas du tout adhérer à cette idée. D'ailleurs, j'y serais spécialement opposé. Et je dois rappeler quand même que cet épouvantail est agité depuis longtemps. Déjà, aux années 90 du siècle passé, il y avait eu un livre blanc qui disait qu'il faudra travailler jusqu'à 70 ans. Il y avait un professeur de je ne sais plus quelle université qui avait fait des calculs qui disait 75 ans. On est bientôt 30 ans plus tard, il ne s'est rien réalisé de tout ça. Donc il faut, je crois, là, rester raisonnable et considérer que nous avons affaire à un pas qui est peut-être pas aussi ambitieux que cela, qui n'est pas un pas énorme, mais qui nous offre effectivement de la prévisibilité pour les 10 prochaines années, qui sont spécialement difficiles, parce que c'est la décennie durant laquelle toute la génération baby-boom va quitter le groupe de ceux qui financent l'AVS, qui cotisent, pour aller dans le groupe de celles et ceux qui touchent une rente. Vous parliez de la TVA, c'est vrai que c'est le cœur de cette votation, c'est ce qui va financer la plus grande partie de cette réforme. Exact. Relever la TVA dans une période où l'inflation menace, à la veille d'annonces de primes maladie qui vont exploser, est-ce que c'est raisonnable ? C'est naturellement difficile, il faut être clair. La question est de savoir si on veut de la stabilité pour notre premier pilier pour la prochaine décennie. Est-ce qu'on a la force de prendre les mesures et d'agir alors que la situation n'est pas encore mauvaise ? On agit certainement mieux dans une situation comme aujourd'hui où on peut encore prévoir ce qui va se produire plutôt que d'attendre que ça n'aille plus pour dire quelles sont les mesures d'urgence qu'on doit prendre. Et surtout, il ne faut pas oublier que la dernière fois que la réforme a été rejetée, il y avait aussi la TVA dedans. Elle a été rejetée en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard? Une augmentation des cotisations salariales, 0,3%. Quand même, pour quelqu'un qui a un salaire, admettons, de 7 000 francs par mois, c'est une augmentation directe de cotisation de 210 francs tous les mois. 2 500 francs par année. Personne n'a rien trop à y redire. Avec la TVA, on n'est pas à ces niveaux-là. Quelqu'un qui a 7 000 francs de salaire par mois va payer un loyer, va payer des primes maladie, va payer des services de santé. Tout ça, il n'y a pas de TVA du tout. C'est une TVA à zéro. Ensuite, pour tout ce qui est culture, les livres et toute la nourriture, c'est un taux réduit de TVA, plus 0,1% avec cette réforme. Et seulement pour le reste, taux normal, c'est plus 0,4%. On est certainement très très loin de cette augmentation d'impôt de 210 francs contre laquelle, en fait, d'impôt de cotisation sur laquelle personne n'a rien trouvé à redire il y a 2 ans. Pas de menace sérieuse sur le pouvoir d'achat des gens. Non, je crois que cette menace, elle est précisément beaucoup moins importante là qu'avec d'autres moyens de financement. Pourquoi? Parce qu'on peut se permettre d'augmenter la TVA très peu. Pourquoi très peu? Parce que tout le monde la paye, pas seulement les salariés. Pas seulement les salariés ou les indépendants qui cotisent à l'AVS. Les consommateurs. Tout le monde. Et ça fait donc une base beaucoup plus large. Aussi les rentières et les rentiers qui aujourd'hui bénéficient de rente. Et c'est aussi assez juste de ne pas toujours faire porter cet effort sur celles et ceux qui financent déjà avec des cotisations salariales, mais d'avoir un mix de financement et d'avoir une partie aussi où on a aussi les rentières et les rentiers qui apportent leur contribution par la consommation. La réforme est présentée sur les bulletins de vote sous 2 objets différents. Certains seraient tentés d'accepter le relèvement de l'âge de la retraite et de refuser la hausse de la TVA, et inversement. Alors si l'un est accepté, l'autre est refusé, les 2 objets ont un destin qui est lié. Un seul nom suffit à tout couler. Un seul nom suffit à tout couler. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. Et pourquoi est-ce qu'il y a 2 questions posées? Bien, c'est assez simple. C'est parce que d'un côté, on doit modifier la Constitution fédérale pour les taux de TVA. C'est donc une votation obligatoire qui requiert la double majorité, celle du peuple et celle des cantons. Et de l'autre côté, on a une modification de la loi AVS contre laquelle un référendum a été lancé. Et là, c'est une majorité simple qui va décider du oui ou du non. Et pourquoi les 2 sont liés? Parce que quand même, on a une réforme globale avec l'âge de la retraite, la flexibilité, les mesures de compensation pour les femmes qui devraient travailler une année de plus, et de l'autre côté, les 2/3 de l'effort apporté par la TVA. Et ce serait quand même très incorrect, alors qu'on a un paquet global et qu'on doit savoir ce qu'on achète ou qu'on n'achète pas, qu'on prend ou qu'on ne prend pas, ce serait très incorrect de dire, bon, on fait la réforme de l'AVS, mais sans avoir le financement par la TVA, ou le contraire. Et donc, si l'un des 2 est rejeté, tout tombe.
Dans cette campagne, vous vous retrouvez dans le rôle un peu du social traître, avec un parti socialiste qui combat le texte, un texte toujours que vous portez. Un message pour vos camarades du Parti socialiste? Non, j'ai juste dit toujours ces formules, c'est tout. Je vous laisse terminer votre question, pardon. Vous portez ce texte avec le Conseil fédéral et une majorité du Parlement, on le rappelle. Est-ce qu'on doit laisser ses convictions au vestiaire quand on est élu au gouvernement de ce pays? C'est d'abord une question institutionnelle de premier plan. Et je crois que c'est une responsabilité que nous avons toutes et tous ensemble nous demander, alors que toutes les générations précédentes, qu'on doit louer pour cela, ont permis de vivre dans le pays que nous avons aujourd'hui et ont été capables de faire 10 réformes de l'AVS pour l'adapter aux besoins du temps. Et aujourd'hui, il y a donc une responsabilité de faire une réforme qui soit socialement acceptable, qui soit mesurée et qui permette de résoudre les problèmes qui se posent durant les prochaines années, pour éviter d'y être confronté et de se retrouver sous pression. Et donc évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement d'un pays et d'un parlement de le faire. Ensuite, il y a un débat. Le débat avait lieu de toute façon, puisqu'il s'agit de modifier la Constitution fédérale. Et on sait débattre dans notre pays. Ça, c'est une grande chance que nous avons. On sait débattre et on sait aussi que chacune de ces questions, qui sont tellement importantes, qui touchent au cœur de notre contrat social, aux manières de vivre ensemble, eh bien ces questions-là seront à la fin toujours tranchées par la population. C'est une bonne chose, ça fait partie du débat. Il y a évidemment des rôles différents dans une campagne, mais je dois vous dire, moi je suis convaincu que ce projet est un pas pragmatique, équilibré que l'on peut faire. Ce qui est au cœur d'un tel projet, c'est le financement, c'est la TVA qui me paraît être juste, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, en tout cas pas moins juste que les augmentations de cotisations salariales qui touchent que celles et ceux qui travaillent, et d'autre part, ce qui est au cœur de cette réforme, c'est quelles sont les compensations pour l'augmentation de l'âge de la retraite. Il y a la flexibilité, il y a une année de plus, mais quelles sont les compensations? Les compensations me paraissent être de bonne qualité avec les décisions du Parlement et donc c'est un projet équilibré que l'on peut soutenir. Parlons d'un autre sujet brûlant, les primes maladie. Vous annoncerez bientôt une hausse importante, les indiscrétions parlent de 6 à 8%. Dans ce débat, vous dénoncez un cartel du silence. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est un peu difficile, mais je le redis volontiers. Moi, ce qui m'a frappé depuis 10 ans, vous savez, depuis 10 ans, avec le Conseil fédéral, nous sommes très très engagés pour, partout où c'est possible, partout où nous avons de la marge de manœuvre, faire en sorte d'augmenter la transparence dans le système de santé et faire en sorte de freiner l'évolution des coûts de la santé. Et depuis le début, nous avons toujours dit, et ce n'est pas un message forcément qu'on a envie d'entendre, nous avons toujours dit que les coûts de la santé vont continuer d'augmenter. Mais ils augmentent aussi pour de bonnes raisons. Nous devenons de plus en plus vieux, on a une espérance de vie qui augmente et on comprend bien qu'on a plus le temps passe, plus besoin d'accès aux soins. Les coûts augmentent parce que nous avons accès, c'est une chose très heureuse, à des thérapies innovantes, à des nouveaux médicaments, des nouvelles thérapies. Et on souhaite aussi pouvoir bénéficier de cela et pas simplement devoir utiliser les thérapies d'il y a 20 ans. Donc ça, ce sont les raisons positives, favorables. Après, il y a de mauvaises raisons. Ce sont les opérations qui sont inutiles ou c'est le manque d'efficience dans le système. On fait tout ce qu'on peut pour l'augmenter, pour améliorer cette situation, et c'est extrêmement important de le dire, mais en même temps, eh bien, évidemment, celles et ceux qui vivent de ce système ont un peu tendance à ne pas trouver très intéressant que la politique veuille agir avec autant de détermination. Et ce que j'appelais ce cartel du silence, eh bien, c'est que quand on essaie de toucher à un domaine, celui qui est concerné, qui serait peut-être concerné par une diminution de revenus ou par devoir faire quelques concessions, s'y oppose de toutes ses forces, et tous les autres regardent ailleurs. Et pourquoi est-ce qu'ils regardent ailleurs? Parce qu'ils espèrent que quand eux seront au cœur de la discussion, eh bien, tous les autres vont aussi regarder ailleurs. Et avec ça, très honnêtement, c'est difficile de faire avancer les choses et de trouver des majorités pour vraiment prendre des mesures qui soient fortes. Et donc c'est quoi? C'est un constat d'impuissance? Non, ce n'est pas un constat d'impuissance, c'est un constat, disons, d'abord c'est un travail de Sisyphe, on doit toujours repousser le caillou au sommet de la montagne, et puis il redescend, puis on le repousse. En même temps, on a réussi à montrer durant les dernières années que nous n'étions pas complètement livrés. L'augmentation des primes maladie durant les 10 dernières années a été en moyenne inférieure à celle des 10 années précédentes, ce qui signifie que l'augmentation des coûts a été inférieure, parce qu'il n'y a pas de prime sans coût. Mais dans le porte-monnaie des gens, ça reste, voilà, les chiffres, les pourcentages, l'augmentation des coûts pour les gens concrètement à la fin du mois, ça reste un problème. Pour être très franc, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, sur la prime de référence pour l'ensemble du pays, elle est restée la même au franc près. Quand même, c'est pas rien.
Elle est restée à la même au franc près. On a maintenant, effectivement, cette année, on voit que les coûts augmentent beaucoup plus fortement qu'on l'aurait souhaité. Pourquoi est-ce qu'ils augmentent? Parce qu'après Corona, il y a beaucoup de gens qui sont retournés voir des médecins, qui ont repris des thérapies, qui ont repris des choses. Et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. S'il y a plus d'appels aux services de santé, si vous et moi et toutes celles et ceux qui nous entourent dans le pays, 8,5 millions d'habitants, ont plus recours aux services de santé, eh ben, les coûts vont augmenter. Et si les coûts vont augmenter, les primes augmentent. Et donc là, cette année, on a une augmentation qui est effectivement attendue parce qu'on voit bien depuis plusieurs années que les coûts, après la crise de la pandémie, ont tendance à augmenter de nouveau. Comment on casse ce cartel? Il faut être très déterminé et puis je pense énormément en augmentant la transparence. En augmentant la transparence, peut-être en expliquant ce que je viens de vous dire, parce que je pense que celles et ceux qui se sentent concernés ne vont pas trouver ça tellement drôle, hein, cette expression. Mais je pense qu'on doit augmenter beaucoup la transparence dans le système de santé. Cela dit, il y a un élément qui me paraît très important. Il faut faire très attention à ne pas simplement dire que ça ne va pas. Nous avons un des meilleurs systèmes de santé au monde. Il offre des performances qui sont de très haut niveau, qui sont extraordinaires. Durant toute la pandémie qui nous a occupés, il ne faut pas l'oublier, nous avons traversé cette pandémie sans jamais voir notre système hospitalier débordé. C'est naturellement la gestion politique de la pandémie, mais c'est aussi la grande force de résilience des structures de santé, alors que dans les pays qui nous entourent, c'était des fois plus compliqué. Donc il faut faire attention, c'est jamais tout noir ou tout blanc, drapeau fribourgeois, on est toujours un petit peu dans le gris évidemment, et donc il y a des éléments sur lesquels on doit vraiment travailler pour une meilleure maîtrise des coûts, mais toujours en soulignant les efforts et l'immense travail que réalisent celles et ceux qui s'engagent dans ce système de santé, qui s'engagent pour des prestations qui soient vraiment au top niveau. On en demande beaucoup à la population, on la prépare également à un hiver potentiellement difficile, fait peut-être de pénurie, de hausse des prix. Est-ce que l'élastique sur lequel on tire va tenir? Écoutez, c'est naturellement pour le Conseil fédéral, c'est vrai, c'est dans le fond une période, et pour toute la population, et pour les entreprises dans notre pays, et pour nous toutes et tous, c'est une période depuis maintenant plusieurs années qui est faite de beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité aussi sur ce qui peut se produire. Qui eût pensé il y a encore une année qu'on aurait une guerre sur le continent européen telle qu'elle se déroule maintenant en Ukraine, qui aurait pensé que nous aurions tout à coup des réflexions aussi approfondies sur les pénuries qui peuvent nous toucher en matière énergétique, pas uniquement liées à la guerre d'ailleurs, hein, c'est une question qui était déjà existante précédemment. Et c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années entre la pandémie, la guerre qui occupe une partie du continent européen, les questions énergétiques, c'est beaucoup d'incertitudes et beaucoup de travail. Nous sommes vraiment, avec toutes mes collègues au Conseil fédéral, extrêmement impliqués pour, dans le fond, prévoir presque l'imprévisible, ce qui est difficile à prévoir, et nous mettre dans des situations où on est dans le fond, le meilleur hiver possible. Mais une fois qu'on aura passé cela, et je pense, j'ai bon espoir que ça fonctionne bien, on a vraiment fait beaucoup de travail avec les acteurs concernés, le problème ne va pas disparaître pour autant. Il va nous accompagner encore, et toute la question de l'énergie est naturellement une question qui va rester au cœur du débat. Une question, si la Suisse n'avait pas suivi les sanctions contre la Russie, est-ce qu'on en serait là? Je ne vois pas le lien, je vous dis franchement, parce que honnêtement... C'est une question qui existe, hein. Non, je crois qu'il n'y a pas de lien entre ce que la Suisse a fait avec la reprise des sanctions à l'encontre de la Russie et le problème énergétique que nous avons aujourd'hui. Je ne vois pas de lien parce que, en réalité, déjà avant la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine, il y avait déjà des augmentations de prix sur l'énergie, il y avait déjà des problèmes liés à l'électricité, notamment liés au fait que sur le continent européen, il y a une partie du parc de production qui était plus actif, notamment en France, qui va peut-être revenir. Et toute la question des énergies et de l'accès à l'énergie est une question extrêmement importante. C'est une question de prix aussi. Quand vous voyez aujourd'hui que pour l'électricité sur le marché libre, on a parfois des prix du kilowattheure qui peuvent aller jusqu'à 10, 15 ou 20 fois ce qu'ils étaient il y a encore quelques semaines ou quelques mois. On se rend compte à quel point cette volatilité est extrêmement importante et on doit faire face à cette situation. Mais je ne crois pas que... Enfin, nous avons aussi une bonne situation en Suisse grâce à notre politique énergétique. Nous avons les barrages, nous avons tout l'hydraulique qui est naturellement très important et nous devons, je crois, aller beaucoup plus vite dans la transition énergétique avec le renouvelable. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Dans l'immédiat, le gouvernement prône des éco-gestes, des éco-gestes individuels dont l'utilité est assez discutée, assez discutable. Est-ce que vous parlez aux Suisses comme à des enfants? On a pu entendre ces critiques. Non, je crois qu'il s'agit simplement de... Comme on le fait dans ce genre de situation, d'être très transparent sur les insécurités que nous pouvons avoir pour l'hiver prochain. Nous sommes extrêmement interconnectés avec les pays qui nous entourent. Ça ne peut pas changer.
Ça ne peut pas changer. On est au cœur du continent européen géographiquement. On est donc, pour tout ce qui concerne l'accès au gaz et sur le réseau électrique, naturellement, on contribue à ce réseau électrique, mais il y a aussi des liens très très importants avec les pays qui nous entourent. Et si l'on voit arriver une situation qui dénote une certaine instabilité, où on se dit, ben, tiens, ça pourrait être un petit peu délicat, il est probablement juste, judicieux d'attirer l'attention sur ces éléments et de saisir l'occasion de quelques rappels, de quelques réflexions sur ce qu'on peut faire aussi pour... dans cette situation. Et justement, comment demander à la population de faire des efforts en matière d'énergie quand on pilote des avions par passion? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ben, il y a la question quand même de jusqu'où il faut montrer l'exemple. Je ne veux pas vous parler de ça, vraiment. Non, vous n'avez pas envie de vous exprimer là-dessus? Non, j'ai déjà fait. Ouais, on en a parlé tout l'été, notamment vous, les médias, vous avez fait beaucoup avec ça. Je crois surtout en Suisse alémanique, il y a une différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Je pense qu'à ce sujet-là, vraiment, tout a été dit. Bon, en tout cas, les sondages vous sont favorables. Les derniers sondages vous montent en tête, vous êtes le ministre le plus apprécié du pays. Comment est-ce que vous le ressentez, ce sondage? J'ai jamais tellement cru au sondage, ni dans un sens, ni dans l'autre, vous savez. Donc je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais effectivement, je pense que l'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt un enjeu d'équipe en réalité. Il faut faire très attention à ne pas trop individualiser, ni d'ailleurs sur qui fait quoi au Conseil fédéral. On est une équipe, on a encore travaillé cette semaine, on le fait chaque semaine ensemble. On fait aussi face à cette situation qui nous attend en hiver. Ça a été aussi le cas dans la pandémie. Puis c'est la même chose pour les projets. Nous portons des projets vraiment avec les institutions. 56% des sondés, je reviens à ce sondage Tamedia, souhaiteraient que vous soyez réélu en 2023. Êtes-vous candidat? Écoutez, ce n'est pas le peuple qui élit le Conseil fédéral. Et puis, écoutez, on verra bien. En tout cas, moi, je continue mon activité avec passion. C'est vrai j'ai eu honnêtement un très, très gros travail à faire avec mes équipes et le Conseil fédéral durant la pandémie. Je pense que ce n'est pas complètement terminé, même si on a l'impression que les moments les plus difficiles sont derrière nous. Et puis on verra bien. Mais j'ai vraiment beaucoup de passion pour cette activité. Je reste d'assez loin le plus jeune au Conseil fédéral, donc encore beaucoup d'énergie pour poursuivre. Président l'année prochaine, en 2023, qu'est-ce que vous souhaitez faire de cette présidence? Écoutez, nous verrons bien. Il y a encore effectivement l'automne qui nous attend. Ensuite, il y a encore une élection qui doit se produire en décembre. Mais effectivement, nous avons ce système institutionnel, je crois qu'il est important, d'égalité entre les membres du gouvernement. J'ai vu que c'est de nouveau d'ailleurs le cas à Genève, hein, qui a eu pendant quelques années un autre système et qui est revenu à ce système de présidence tournante. C'est un système qui est assez intéressant parce qu'il permet de mettre vraiment l'ensemble des membres d'un exécutif sur un pied d'égalité, de rappeler que c'est l'équipe qui est plus importante que les individualités. C'est un élément extrêmement important. Puis bien sûr, il faut bien ensuite que quelqu'un préside les débats, coordonne les débats. Mais moi, je n'ai pas une ambition particulière pour cette activité. Il s'agit effectivement de mettre en avant nos institutions, ce qui fait la force de notre pays, cette stabilité aussi sur le plan international, cette prévisibilité que l'on a sur le plan international. Et nous aurons, durant les 2 prochaines années, une activité extrêmement importante qui concerne d'ailleurs fortement Genève, puisque nous avons ici le siège européen de l'ONU et que la Suisse va prendre un rôle particulier au sein du Conseil de sécurité. C'est la première fois depuis que nous avons adhéré à l'ONU durant les 2 prochaines années. Donc ce sont des éléments, je pense, importants de positionnement sur la scène internationale où nous pouvons apporter ce que nous savons faire, à savoir ces efforts toujours pour le dialogue, pour la paix et pour un multilatéralisme qui soit fort. Ça fait 10 ans que vous êtes au gouvernement. Est-ce que le rapport des Suisses à la politique, vous l'avez vu changer ? C'est une bonne question. Je crois que le rapport de la population à la politique est resté très fort parce que nous avons évidemment chaque année des votations populaires. Nous attendons énormément des citoyennes et des citoyens suisses, à savoir de se confronter aux sujets les plus compliqués, les plus complexes, c'est de donner un avis sur la question. C'est quand même vraiment assez particulier. Donc je crois que ça fait un lien très très fort entre population et politique. C'est vrai que pendant la pandémie, on a senti, je dirais, un intérêt encore accru pour ce qu'on pouvait faire collectivement dans une telle situation et quelle pouvait être l'action des institutions pour faire face à une telle pandémie. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vécu quand même depuis très longtemps et on ne savait pas très bien comment fonctionner avec tout cela. Donc ça, ce sont des éléments positifs. Les éléments que je juge de manière un peu plus critique, eh bien, c'est cette évolution, peut-être aussi liée aux réseaux sociaux, à une certaine forme de brutalité dans le débat, dans le contact politique, et cette tentation peut-être qu'on aurait, mais contre laquelle on doit se battre, cette tentation de vouloir ne plus penser que dans des bulles avec lesquelles les autres sont d'accord avec nous. Je pense que ce qui fait la force de notre pays, c'est précisément, et je vais le formuler comme ça, la place du marché. C'est que tout le monde se retrouve à l'extérieur. La place du marché, c'est la table au bistrot, c'est le club de sport au village, c'est tout ça. C'est les liens
concret, physique, de rencontre entre des personnes qui sinon ne se seraient pas rencontrées, de se confronter à d'autres avis, de mener le débat avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, avec lesquels on n'est pas d'accord, et de voir si on arrive ensemble à sortir plus fort. Vous parliez des réseaux sociaux. En Finlande, on a une première ministre qui est dans la tourmente pour des vidéos où elle danse, où elle fait la fête. Ça crée la controverse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce scandale qui se passe en Finlande ? Bon, écoutez, moi, on a quand même vu beaucoup de choses. En Finlande, en Suisse ou ailleurs, on a un peu une tendance, et peut-être aussi un effet réseaux sociaux, à voir des événements qui n'en sont pas vraiment. Je ne vois pas bien le problème d'avoir une première ministre qui a, je ne sais pas quel âge elle peut avoir, 35, 36 ans, qui fait la fête avec des amis pendant ses vacances, son temps libre et qui danse. Où est le souci, franchement? On doit aussi pouvoir avoir une vie privée dans ses loisirs et dans sa vie privée, franchement. Et bien après, on constate qu'évidemment, ça fait des sortes d'éruptions comme ça, volcaniques, qui peuvent être extrêmement brutales, et ça retombe presque aussi vite que c'était monté. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut pas confondre l'écume et la vague. Voilà. Sur le plan politique, ce qui nous intéresse collectivement dans le monde dans lequel nous vivons, avec l'évolution très importante que nous avons vue depuis 25 ans maintenant, sur le plan international, sur le plan national, eh bien, on doit s'intéresser à la vague. Qu'est-ce qu'on fait avec cette évolution? Comment est-ce que nous voulons vivre durant les prochaines décennies? Quels sont les éléments que nous souhaitons laisser à celles et ceux qui vont nous succéder? C'est ça qui doit compter. Après, s'il y a des éruptions et un peu d'écume, écoutez, ça fait partie du jeu. Mais pas de nouvelle vague, monsieur le conseiller fédéral. Pas de nouvelle vague. Ça dépend de laquelle on parle. En cinéma, volontiers, toujours prêt pour une nouvelle vague. Par contre, Corona, j'espère pas. Non. Merci beaucoup, monsieur le conseiller fédéral. Merci.